Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA DD Dodgers du Canada. Dans cet épisode, nous avons un invité très spécial, le padre Tom Hamilton. Tom est l'historien officiel du service d'aumônerie royale du Canada et il va nous faire revivre les exploits héroïques du padre Lawrence Wilmot durant la bataille de la rivière Foglia. Ensuite, nous allons poursuivre notre avance vers le nord pour découvrir la bataille de la ligne gothique. November. 27 November, Saturday. leaving Perugia to Rimini, and hey, we're almost to the end of the road. Yes, sir. It's almost the end. We're getting. Can you believe that? Yes, I can. Yes, I can. I'm in a hurry to go home. It's been a long road. It's been a long trip. Pendant les mois d'été de 1944, le haut commandement allemand était très inquiet de savoir où sont les Canadiens. Parce que jusqu'à maintenant, ils savent que où les Canadiens vont se montrer, c'est là que la 8e armée va faire sa poussée pour pouvoir briser les défenses ennemies. Le commandement de la 10e armée allemande, le général Kesselring, vraiment est préoccupé à savoir où les Canadiens sont. Tellement que on a parlé un peu plus tôt à propos du régiment de Trois-Rivières qui était à la bataille de Vaiano. Et puis, à un moment donné, un de ces chars-là qui était pris dans la boue, l'équipage est sorti du char, ont été pris prisonniers par les Allemands. À ce moment-là, les Allemands étaient convaincus que les Canadiens allaient continuer l'avance à partir de Pérouse jusqu'à Florence. Et étaient convaincus que c'est là que les Canadiens allaient être. Mais ils ne pouvaient pas plus être dans l'erreur. Parce que, comme on a vu, les ingénieurs ont bâti cette route à travers les montagnes pour permettre au corps canadien de se déplacer à partir des montagnes jusqu'au village de Gelsey, qui est pas loin d'Ancona, sur la côte adriatique. L'opération qui allait pour se poursuivre avait 4 phases, avec l'objectif final de capturer la ville de Rimini. La première phase était de traverser la rivière Metoro, ensuite la rivière Foglia, qui est derrière moi, pour continuer vers la ligne gothique qui est juste derrière, entre la rivière Foglia et Rimini, et finalement pour capturer la phase 4, de capturer Rimini. Lors de la première phase, les Canadiens ont avancé pour traverser la rivière Metoro sans rencontrer beaucoup de difficultés parce que les lignes à la rivière Metoro étaient très légèrement occupées par les Allemands. Alors, le Princess Patricia Canadian Light Infantry a été un des bataillons qui a traversé, un des régiments qui a traversé la rivière Metoro. Et tout se passe très bien jusque maintenant. On continue l'avance et la 3e brigade prend l'avance sur la 2e brigade, prend la relève et avance à travers les collines qui sont devant moi et s'avance vers la rivière Foglia. L'objectif de la 3e brigade, qui a le Royal 22e Régiment, le West Nova Scotia Regiment et le Carleton and York Regiment, sont de capturer le village de Borgo Maria et la colline qui est derrière, le Monte Luro. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais malheureusement, le 28 août, un set d'ordre du haut commandement, qui vient du haut commandement de la 8e armée, a été intercepté par les Allemands. Et à ce moment-là, les Allemands découvrent que les Canadiens sont ici, dans la région. Kesselring ne perd pas de temps. Tout de suite, il envoie la 26e Panzer Grenadier Division et la 29e pour mener les positions défensives qui sont installées le long de la ligne gothique.
La ligne gothique est une ligne formidable de défense qui inclut 2375 mitrailleuses, postes de mitrailleuses, 479 positions d'antichars et de mortiers, 3604 systèmes de tranchées et de tunnels, 16 000 infanteries, plus de 72 000 mines antichars, plus de 23 000 mines antipersonnelles, 117 000 mètres de fils barbelés et 9 km de tranchées anti-chars. Une ligne formidable à briser et un défi que les Canadiens sont sur le point de surmonter. Le matin du 31 août 1944, la première unité qui va essayer de briser cette ligne de fortification sera le West Nova Scotia Regiment et le Padre Wilmot va nous ramener à cette époque. C'est arrivé ici, sur ce sol, à cet endroit, le 31 août 1944. Et pour ceux de nous qui étaient présents, ce fut un jour comme aucun autre. Nous sommes venus attaquer l'ennemi à la ligne gothique, une ligne défensive fortifiée, construite par l'armée d'Hilaire et qui traversait l'Italie. Des milliers de postes de mitrailleuses, des casemates bien défendues, qui occupaient les hauteurs, et les nazis utilisèrent plus de 15 000 esclaves pour les construire. Le 31 août, des patrouilles de reconnaissance furent déployées dans le but de déterminer les emplacements des fortifications. Les renseignements furent recueillis au nord de la rivière Foglia. L'ennemi avait creusé une profonde tranchée anti-char. Et aussi, quelque chose de terrifiant, des milliers de mines étaient parsemées. Les rapports de patrouille furent transmis rapidement au commandant et nous espérions qu'il allait retarder l'attaque ou tout au moins affaiblir les défenses de l'ennemi avec des tirs d'artillerie ou des chars d'assaut. Mais au contraire, les ordres de l'attaque nous furent confirmés. À ce moment, je n'avais aucun doute que je devais faire quelque chose. Je savais que je devais accompagner l'officier médecin à la section médicale régimentaire. À la place, je me suis retiré dans un verger et pendant 1 heure, j'ai prié. En m'appuyant sur celui qui m'avait appelé au ministère en 1925 et qui m'avait aussi appelé à devenir aumônier en 1940. Ce que je devais faire était clair. Je suis allé à la section médicale et j'ai rempli un sac de pansements, d'obus et autres matériels de premiers soins. Ensuite, j'ai rempli ma gourde et au coucher du soleil, j'ai rejoint la compagnie D et la compagnie C. Depuis le sommet de la colline, nous descendions dans l'obscurité jusqu'à dans la vallée tout au bas. Nous avons traversé la rivière Foglia et continuions le long d'un sentier sinueux jusqu'à ce que nous atteignions une tranchée anti-char. À 2 heures, le major Nicholson, commandant de la compagnie D, nous rassembla pour réviser le plan d'attaque. Son plan incluait tous les soldats assemblés dans la tranchée. Aux premières lueurs du jour, le major Nicholson, à la tête de la compagnie D, débutera l'assaut au-dessus du parapet et 2 minutes plus tard, suivi par la compagnie C. Entre-temps, de nouveaux rapports indiquaient que les Allemands continuèrent de placer de plus en plus de mines. Le major Nicholson se tourna vers moi en disant « Aumônier, c'est une mission suicide ». À partir de ce moment, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière, l'attaque allait se produire. Tous assemblés dans cette grande tranchée, juste avant la levée du jour, le major se retourna vers moi et me dit « Aumônier, restez ici avec les brancardiers ». Et il donna l'ordre. La compagnie D grimpa à la paroi du parapet vers le champ de bataille, suivi 2 minutes plus tard par la compagnie C. Je me rappelle penser dans un silence mortel. Les 2 compagnies avançaient vers l'ennemi complètement exposé à la vue de l'ennemi. Et pourtant, il n'y avait aucune attaque, jusqu'à ce que le premier soldat détonna une mine. À ce moment-là, comme par signal,
les mitrailleuses allemandes, l'artillerie et les bombes de mortier descendirent en un feu infernal sur les hommes du West Nova. Ce fut un terrible, terrible moment. Je me rappelle me dire, nous devons faire davantage pour venir en aide. Il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire. J'entendais les cris, nos soldats criant à l'aide. Certains criaient « Aumônier, aumônier, aidez-moi ». Je savais à ce moment-là que je devais agir. Je me suis retourné vers l'officier qui commandait le groupe de renfort dans la tranchée et lui demanda de me laisser aller vers le champ de bataille avec les brancardiers. Il refusa. Alors je lui dis d'appeler le commandant par radio maintenant. Il a envoyé ses hommes vers l'enfer. Le moins qu'on puisse faire est d'extraire nos blessés et les ramener. Le commandant répondra « L'aumônier est insensé, mais je ne le retiendrai pas. » Alors, je me retournai vers les brancardiers et leur dire « Personne ne vous oblige à me suivre. C'est votre choix maintenant. Sommes-nous tous ici? » Les brancardiers se regardèrent entre eux et me regardèrent et d'une seule voix me dirent « Aumônier, nous sommes prêts, nous sommes tous ici. » Je suis monté devant eux au-dessus du parapet et au moment où nous étions tous exposés, l'ennemi nous pilonna tandis que nous nous jetèrent au sol pour nous protéger. Alors que nous étions au sol, attendant un répit de tir ennemi, j'ai remarqué près de moi une tige de saule. Je l'arracha et je pris dans ma poche un drapeau à croix rouge que j'attacha à la branche et je dis au brancardier derrière moi de faire la même chose. Et je me suis levé en brandissant le drapeau à croix rouge. Les Allemands ont respecté le drapeau et nous commencèrent à nous approcher de la zone de combat. J'ai dirigé les brancardiers leur disant « Marchez dans mes pas ». J'ai appris en grandissant dans l'Ouest canadien comment poser des trappes et reconnaître si le sol a été déplacé, si l'herbe avait été bougée, s'il y avait de la poussière sur les feuilles. Je leur dis « Regardez le sol et restez dans mes pas ». Il est difficile de décrire ce que nous avons vu lorsque nous sommes arrivés sur le champ de bataille. Des soldats jonchaient sans vie, d'autres étaient blessés. Plusieurs appelaient à l'aide. Ils étaient dispersés dans toutes les directions. Nous nous mirent à l'œuvre immédiatement. Nous avons 3 brancards qui requièrent 4 brancardiers chacun. Alors, nous avons mis les blessés sur les brancards un à un pour les transporter vers la station médicale. C'était au moins 1 kilomètre de distance pour aller et nous brandissions nos drapeaux de Croix-Rouge sans cesse. Heureusement, nous n'étions pas seuls. Arrivé depuis les lignes arrières était le Royal 22e Régiment, les 22, et j'aperçus un de leurs brancardiers et lui demanda de venir nous prêter main forte. À ce moment-là, toutes barrières de langue furent brisées et ce jeune brancardier me regarda et me répondit « Oui, aumônier, oui », et son équipe se joignit à nous. Pour sa bravoure, ce jeune soldat qui se porta volontaire pour venir en aide à un régiment sœur, se vit décerner la médaille militaire. Cela aura pris plusieurs heures, mais nous réussirons à sauver plus de 60 soldats blessés dans la zone de combat. Je suis retourné à la fin de l'après-midi dans le but d'identifier les soldats qui avaient été tués. J'ai retiré leur disque d'identité de leur cou et pris leur portefeuille de leur poche. Plusieurs d'entre eux avaient un carton rouge que je leur avais remis, indiquant qu'ils avaient participé à ma classe de religion que j'avais donnée 2 mois plus tôt. Je fus le dernier à quitter le champ de bataille ce jour. C'est un jour qui restera avec moi pour le reste de ma vie. Le lendemain, le commandant me demanda d'aller le voir et me dit « Aumônier, je dois vous demander de retourner au champ de bataille. 2 de nos hommes manquent à l'appel. » J'ai demandé au soldat Victor Newell de m'accompagner. Il était un des brancardiers qui avait performé admirablement le jour avant. Il était aussi un ami proche. Nous nous sommes mis en route pour la zone avancée
Et tandis que nous cherchions pour les dépouilles de ces deux soldats, nous portions attention à tout ce qui pouvait avoir été manipulé au sol. Et nous avons remarqué sur le côté, près d'un buisson, se trouvait une mitraillette Thompson devant le buisson. J'ai dit à Victor, « Assure-toi de rester dans mes traces. » Mais ce ne fut qu'un pas. Il s'est penché pour prendre l'arme et il y a eu une explosion qui nous a projetés tous les deux au sol. Et quand je suis revenu à moi, en regardant vers Victor, j'ai vu que sa jambe n'était plus là. Je me suis précipité vers lui pour lui appliquer un tourniquet et je l'ai tiré et porté jusqu'à la section médicale. Le médecin lui a prodigué les soins nécessaires immédiatement et il me dit « Aumônier, il va s'en sortir ». Cela m'avait tellement rassuré jusqu'à un moment plus tard, je l'ai regardé et le soldat Newell était mort. Cela m'a causé un énorme choc. Plus tard, le médecin me dit que lorsque le soldat Newell a détonné la mine, un morceau de métal du bout de sa botte avait percé son diaphragme et pénétré son cœur. Il y a eu beaucoup de deuil ce jour-là, mais encore plus de tristesse m'attendait. Lorsque j'appris qu'un de mes proches, l'aumônier Ken Eaton, qui était l'aumônier du PPCLI, son régiment combattait sur notre flanc gauche et il y participa tout comme moi, mais il a détonné une mine et en est mort. Padre Eaton et moi avions porté conseil ensemble, nous avions conduit des services religieux ensemble, nous partagions ensemble, nous nous supportions un et l'autre, et la tristesse d'apprendre que lui aussi était mort fut plus que je puisse supporter. Durant les jours suivants, j'ai conduit plusieurs services funéraires, mais les plus difficiles furent ceux de l'aumônier Eaton et du soldat Newell. Alors que je lisais leurs obsèques et que leur corps descendait sous la terre, j'ai pleuré. Au fil des jours qui passaient, les événements de la bataille de la rivière Foglia continuèrent de me hanter. Je me sentais dévasté émotionnellement et physiquement vide. Il me semblait que je n'avais plus rien à donner. J'espérais secrètement que la chaîne de commandement me retire du front. La seule chose que je voulais était de retourner chez moi. J'ai passé des heures à prier, demandant à Dieu de me guérir, et les souvenirs qui ont refait surface dans ma tête et dans mon cœur étaient les conversations. Les conversations que j'avais partagées avec les soldats que j'ai enterrés. Les conversations avec Aumônier Eaton. Souvent, lorsque nous conversions avec les hommes, nous utilisions les mots « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est en ressentant cet amour que j'ai commencé ma guérison. Plusieurs années se sont écoulées depuis ce jour, le 31 août 1944. Un jour comme aucun autre. Les soldats qui sont morts ici ne sont pas morts en vain, parce que leurs frères ont poursuivi le combat jusqu'à ce que la bataille pour l'Italie soit décisive. Ils ont continué au nord-ouest de l'Europe jusqu'à ce que la victoire en Europe soit totale. Tant qu'à moi, je les ai accompagnés dans mon rôle d'aumônier du West Nova Scotia Regiment en m'appuyant sur ma foi et sur l'amour de Dieu. Et puisque je parle de l'amour de Dieu,
Le désir de la veuve de l'aumônier Eaton était que sur la pierre tombale de son époux soient inscrits les mots « Il n'y a pas de plus grand amour que cela ». Nous venons d'entendre plus tôt dans l'épisode à propos de la bataille de la rivière Foglia et comment le West Nova Scotia Regiment a été brutalement embusqué dans leur attaque pour capturer la rive nord de la rivière. Au cours de la même journée, d'autres régiments ont aussi combattu pour capturer la même rive. Les hommes de la 5e division blindée et de la 1re division d'infanterie, des régiments venant de partout au Canada, d'un océan à l'autre, ont combattu ici. Tout au long de notre route vers la ligne gothique, Rimini et le nord de l'Italie, nous allons croiser d'autres petits cimetières comme celui-là, qui sont très peu visités. Alors c'est une bénédiction pour nous, pour notre équipe, d'être ici aujourd'hui et de pouvoir prendre le temps de nous souvenir d'eux. Alors, nous venons d'entendre l'histoire du Padre Wilmot et du West Nova Scotia Regiment et les éléments de la 1re division d'infanterie ou la 3e brigade qui ont eu des difficultés à briser la ligne gothique à partir de la rivière Foglia à Borgo Santa Maria. Heureusement, des éléments de la 5e division blindée du Canada, de la 11e brigade, plus à l'ouest, mais en émettant au-dessus du cimetière de Montecchio, au point 111, les unités qui ont combattu ici ont eu beaucoup plus de chance. Le Perth Regiment, qui ont fait l'assaut sur la ligne, sur le point 111. En fait, un des soldats qui a participé à l'assaut, M. Stanley Skislawski, raconte que lorsqu'ils sont arrivés à peu près à 20 mètres de l'objectif, les Allemands ont ouvert le feu et chaque membre de la compagnie qui faisait l'assaut ont fixé baïonnette et ont fait une attaque comme des lions sur le bunker. Avec, à la grande surprise, il y a eu des moindres pertes pour faire l'assaut. Et le Perth Regiment, la compagnie qui a fait l'assaut sur ce point juste là derrière moi, ont été les premiers Canadiens à ouvrir la brèche dans la ligne gothique. Mais ça ne fut que le début. À partir de ce moment-là, il y a eu d'autres ouvertures le long de la ligne gothique. Alors, vous pouvez voir ce qui reste là derrière moi, c'est un restant d'un bunker allemand qui avait un poste de mitrailleuse. On peut voir le champ de vue à partir de notre vue de drone. On peut voir le champ de vue que les Allemands avaient jusqu'à l'autre côté de la rivière Foglia, qui est plus au sud. Alors, ils dominaient vraiment la vallée. Dans la même journée, le Cape Breton Highlanders deux fois ont essayé de faire un assaut sur le point 120, mais sans succès. Alors, ils ont fait un 3e essai de nuit. Le lieutenant Madison nous raconte que pendant leur ascension de nuit, ils ont fallu traverser à peu près un 30 mètres de fil barbelé. Alors, le lieutenant avec son peloton était le peloton de tête de la compagnie de tête du Cap Breton, du Highlanders. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre bord du fil barbelé, après 30 minutes de passer dessous, passer au-dessus, puis couper, ils entendent des Allemands parler, 3 Allemands. Alors, le lieutenant se retourne vers son sergent, puis il dit « Sergent, prends ta section, reste ici, puis moi je vais prendre le reste du peloton,
puis je vais aller faire un flanking. Puis le sergent demande au lieutenant, « Monsieur, savez-vous combien qu'on est ici, là? » Il dit, « Ben, on devrait être au moins toute la compagnie derrière. » Il dit, « Non, on est juste deux, juste vous puis moi. » Fait à cette réalisation-là qu'il était seulement les deux seuls, parce que le restant de la compagnie était resté l'autre bord du barbelé, les deux hommes se sont mis à lancer des grenades, puis à partir de là, le plus vite possible. Le lendemain, dans le même point 120, le Irish Regiment et le 8e Hussards ont fait un assaut combiné, blindé et infanterie sur le point 120. D'après les acomptes, c'était une attaque qui était by the book. Ça a été super bien été. Et le résultat était quand même 50 pertes pour le régiment irlandais du Canada. Mais ils ont capturé 130 prisonniers. Le 8e Hussard, fort de leur accomplissement, décide de continuer l'avance. Ils vont jusqu'à Montemarone, où un escadron de tanks se trouve isolé. Et un tank qui a été arrêté, l'équipage sort du char, du Sherman, et sont brutalement tués par les Allemands. Le résultat qui est arrivé de cette bataille, parce qu'il n'y avait pas d'infanterie avec eux, il y a eu du combat corps à corps des équipages de chars avec les Allemands. Éventuellement, le 8e Hussard a été rejoint par le Irish Regiment et puis ils ont pu prendre Montemarone. Il y a eu beaucoup d'autres combats. D'ici du 30 août jusqu'au 2 septembre, il y a eu beaucoup d'autres combats le long de la ligne gothique. En fait, les Canadiens ont réussi à ouvrir la brèche à partir de Borgo Santa Maria jusqu'ici à Montecchio, qui est à peu près 9 km de large. Et les Canadiens ont poursuivi l'avance. Sur notre flanc, il y avait le flanc droit, il y avait le corps polonais. Le flanc gauche, il y avait un corps britannique. Et les Canadiens ont avancé le plus profondément à l'autre bord de la ligne gothique que tous les autres alliés. Ce qui a inquiété les Allemands beaucoup et qui a forcé Kesselring à prendre la décision qu'il fallait, de peur que sa force soit coincée entre deux forces alliées. Ils ont été obligés d'ordonner la retraite ou d'abandonner les positions le long de la ligne gothique. Alors les Canadiens, encore une fois, ont prévalu et ont montré leur valeur. Tout ça au coût de 235 hommes tués et 591 blessés. Salut tout le monde! Nous venons de partir du point 111 et sur notre chemin, nous sommes probablement au point 140 là, en ce moment à cause de l'élévation. On peut voir au sud Osteria Nuovo et Borgo Santa Maria un peu plus à l'est. Et ce bunker de mitrailleuse est en excellente condition. On peut voir la profondeur. Il y a un peu de déchets là, à l'intérieur, mais c'est environ 1,5 à 2 mètres de profondeur. C'est incroyable de voir comment ce bunker est encore en bon état aujourd'hui. Imaginez attaquer ça à partir d'en bas. Incroyable, incroyable. Et voilà, c'est ça le genre de choses qu'on découvre le long de la ligne gothique. La route la plus longue vers la victoire est la route de l'Italie. De ces jours, l'armée d'Alexander est devenue une légion d'hommes oubliés. En mouvement avec cette légion, il y a 2 divisions canadiennes et une brigade blindée. Au milieu du mois d'août, ils ont repris l'avance sur la côte adriatique. L'invasion du sud de la France a enlevé beaucoup d'hommes de la campagne du général Alexander. Mais entassés dans le haut de la botte de l'Italie se trouvaient 28 divisions ennemies. Ils sont maintenant déployés le long de la profonde et meurtrière ligne gothique. Et les Canadiens font à nouveau face aux durs et professionnels parachutistes allemands. Les Canadiens, les Britanniques et les Américains ont réussi à percer la ligne gothique. Mais devant eux se trouvent plus d'Allemands, plus de rivières, plus de collines.
Durant des mois de campagne difficiles, les Canadiens ont combattu jusqu'à San Fortunato, au coût de 4100 morts et blessés. Et à la veille de cette victoire, arrivera le mauvais temps. Hey, bonjour tout le monde. Maintenant, on est sur la colline de San Fortunato. On est proche du sommet de la colline de San Fortunato. Et puis, vous pouvez voir derrière moi que vers la droite, on peut voir la mer Adriatique, la ville de Rimini, et l'église de San Fortunato. Et puis, plus loin, si on va vers le sud, on pointe vers la ligne gothique, qui est plusieurs kilomètres au sud. Et entre la ligne gothique et où nous sommes, il y a eu aussi la bataille de San Marino, la bataille de Coriano, entre autres. Je veux juste mentionner que pour moi, aujourd'hui, c'est un moment très spécial d'être ici sur le sol de San Fortunato, parce qu'en 1984, quand j'ai joint les forces canadiennes avec le Royal 22e Régiment, notre peloton d'école de combat était le peloton San Fortunato. Et puis, on a appris l'histoire de San Fortunato, et aujourd'hui, tellement d'années plus tard, je suis sur la colline, puis c'est un moment historique. Alors, pour revenir à notre histoire, lorsque les Canadiens ont poursuivi l'avance après avoir brisé la ligne gothique, Général Lee a décidé de mettre la 5e corps britannique de l'avant. Mais après quelques échecs, le Général Lee a décidé de remettre les Canadiens à l'avance. Il a attaché avec le corps canadien la 3e brigade de montagne grecque sous le commandement de la 2e division de la Nouvelle-Zélande. Et puis on a poursuivi l'avance. Il y a eu plusieurs combats et plusieurs escarmouches entre la ligne gothique jusqu'à temps qu'on arrive aux abords de Rimini et de San Fortunato. Par exemple, la bataille de Coriano, qui a été une bataille très importante pour les éléments de la 1re brigade d'infanterie. Maintenant, il y a eu la bataille de San Martino. Et à la suite de cette bataille, il y a eu quelques mésentendus. Le Royal 22e Régiment avait capturé la ville de San Martino. Et puis, lorsqu'il y a eu un transfert entre la 1re brigade, entre la 3e brigade et la 1re brigade, le Seaforth Highlanders, il y a eu un espace de temps entre le Seaforth Highlanders qui arrive dans la ville et les 22 qui partent. Et puis, ça a donné le temps aux parachutistes allemands de revenir dans la ville de San Martino et réoccuper la ville. Ça a pris 2 jours de combats successifs par la 2e brigade, le PPCLI, entre autres, pour reprendre la ville de San Martino. Ensuite, il y a eu la capture de Rimini, qui a été un événement un peu frustrant pour le Royal Canadian Regiment, qui a été obligé, après avoir combattu férocement pour prendre la ville, ont laissé la brigade grecque entrer dans la ville et prendre la gloire, qui était très frustrant pour le commandant, l'acting commandant qui était Strom Galloway à l'époque. On va descendre plus bas et puis je vais vous montrer le signe. On va parler de la bataille pour San Fortunato. Alors, je suis descendu le dessus de la colline de San Fortunato. Devant moi est l'église de San Fortunato et puis on arrive à une petite jonction de route ici. Et puis vous pouvez voir, juste derrière moi, il y a une pancarte qui indique les actions de la 2e brigade du 18 au 19 septembre 1944. La colline de San Fortunato faisait partie de la ligne de défense qu'on appelait la ligne de Rimini, partait de Rimini jusqu'à San Marino. C'était un point qui était haut et très stratégique, comme vous allez pouvoir, qui domine toute la vallée autour. L'attaque de San Fortunato s'est déroulée en 2 étapes et a impliqué 2 brigades. La 3e brigade a été impliquée, le Royal 22e Régiment était l'unité de tête, et avec eux était attaché le 145e Régiment blindé britannique. Le lieutenant-colonel, alors, dans son plan d'attaque, a décidé de garder les tanks à la base de la colline de San Fortunato et d'aller seulement avec ses compagnies d'infanterie, faisant le moins de bruit possible pour pouvoir surprendre les défenseurs qu'on savait qui étaient consolidés dans la Villa Belvedere.
Le plan a fonctionné. Les deux compagnies sont arrivées à Villa Belvedere après un combat qui a été assez rapide. 95 soldats allemands ont été pris prisonniers. Cela a coûté seulement 1 mort et 2 blessés au Royal 22e Régiment. Par la suite, les deux autres compagnies sont venues consolider le Villa Belvedere avec les chars au cas où les Allemands venaient faire une contre-attaque. Pour cette action, le lieutenant-colonel Allard s'est mérité une barre sur sa DSO. Maintenant, la 2e brigade, qui était de ce côté-ci de San Fortunato, eux sont montés avec le Loyal Edmonton Regiment en tête jusqu'à la région en suivant la route. Et à un certain moment donné, un char blindé allemand, un Tigre, s'est approché vers leur groupe. Le sergent Powell a lancé des grenades anti-chars sur la chaussée, ce qui a en explosant, qui a brisé une traque du char Tigre. Et ensuite, on a pu contourner le char et l'ont engagé avec 2 bombes de Piat. L'équipage allemand a décidé d'abandonner à ce moment-là. Ils sont sortis de leur char d'assaut. Par la suite, le Seaforth Highlanders a poursuivi l'avance et ont réussi à capturer 115 prisonniers allemands. Pour leur action sur la colline de San Fortunato, la compagnie C du Seaforth Highlanders, le commandant, le major Glenn Dining, s'est mérité la DSO. Les actions du corps canadien, à partir du moment où on a défoncé la ligne gothique, après la ligne gothique, du 25 août jusqu'au 22 septembre, ont été le mois le plus meurtrier, le plus sanglant de la campagne d'Italie. Les Canadiens auront perdu 1016 hommes tués et 2880 blessés ou malades. Depuis le milieu du mois d'août 1944, le 1er corps canadien a subi son baptême de feu en tant que corps à la rivière Metoro, à la rivière Foglia, et les combats qui se sont ensuivis jusqu'à la ligne de Rimini où nous sommes. Et les Canadiens se sont forgés une réputation comme étant des troupes de choc et l'avant-garde de la 8e armée. Mais ceci s'est fait à un lourd sacrifice et ce n'est pas terminé. Il y a encore d'autres combats à suivre. Les mois d'hiver arrivent, octobre, novembre, décembre, jusqu'à l'hiver 1945. Restez avec nous, tandis que nous allons découvrir les autres faits d'armes qui vont nous amener jusqu'à la fin de la campagne d'Italie. Mais d'ici là, pour BIA DD Dodgers du Canada, ici Roger, jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.